Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous accueillons depuis le Salon de Belgrade le professeur Jeffrey Sachs. Bienvenue et merci d'avoir pris le temps malgré votre emploi du temps chargé. C'est un plaisir d'être avec vous et merci de m'avoir contacté. Eh bien, la raison pour laquelle je vous ai contacté, c'est que vous avez conseillé des gouvernements du monde entier et que vous continuez à entretenir d'excellents contacts avec de nombreux dirigeants mondiaux. C'est intéressant, car vous venez d'écrire une lettre ouverte au chancelier allemand Friedrich Merz au sujet de la responsabilité de l'Allemagne dans la sécurité européenne. Je me demandais si vous pouviez, développer certains des arguments que vous avancez dans cette lettre. Absolument, Glenn. Cette lettre voit le jour parce que le chancelier Merz bat presque chaque jour les tambours de la guerre. Il affirme que la Russie est un ennemi, que nous devons nous préparer à la guerre. Il ne cherche même pas à engager la moindre forme de diplomatie avec le président Poutine. Il est le chancelier de l'Allemagne et il a une responsabilité. Je suis plutôt inquiet de l'état actuel de la politique européenne, car l'Europe est sur la mauvaise voie. Elle suit une trajectoire très dangereuse, sans aucune conscience d'elle-même. Et le chancelier allemand devrait vraiment reconnaître cette situation. Le but de ma lettre est que le chancelier allemand comprenne que l'Allemagne a joué un rôle important dans la préparation et la poursuite de cette guerre en Ukraine. L'Allemagne n'a pas agi de manière responsable. À de nombreux moments, elle a suivi une voie totalement erronée et contradictoire par rapport à ce que disaient ses dirigeants. Je veux que le chancelier Merz réfléchisse à cela avant qu'un désastre ne se produise. Je veux une réflexion honnête en Allemagne. Et Glenn, je pars d'un point très simple. Bien sûr, cela a été beaucoup discuté, mais c'est une question de responsabilité particulière pour l'Allemagne. Et c'est qu'en 1990, le gouvernement allemand a promis de manière claire et répétée à la direction soviétique et à la direction russe, encore dans le cadre de l'Union soviétique, que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est dans le contexte de la réunification allemande. L'Allemagne a donc un rôle et une responsabilité absolument centraux dans la catastrophe qui s'est produite. Car bien sûr, l'Allemagne a triché et les États-Unis ont triché. L'Allemagne et les États-Unis, en février 1990, à plusieurs reprises, ont déclaré au président Gorbatchev et à d'autres hauts responsables soviétiques, sans équivoque, dans le cadre des négociations sur la réunification allemande, pas un pouce vers l'Est. Il n'y avait aucune ambiguïté à ce sujet. Le sens en était clair. L'OTAN ne devait même pas s'étendre dans la partie orientale d'une Allemagne réunifiée, encore moins en Europe de l'Est, encore moins dans les pays baltes et encore moins en Ukraine et en Géorgie. Et ce n'était pas un engagement accidentel. La réunification de l'Allemagne en 1990 marquait la fin de la Seconde Guerre mondiale, et pour que l'Allemagne puisse être réunifiée, elle s'était engagée auprès de l'Union soviétique, puis auprès du président Eltsine en 1991 et 1992, à ce que la réunification de l'Allemagne, le pays à l'origine du désastre de la Seconde Guerre mondiale, ne se fasse pas au détriment de l'Union soviétique, et plus précisément que l'OTAN ne s'étende pas vers l'Est. Bien sûr, dans le monde de la propagande occidentale, cela est nié ou balayé d'un revers de main comme insignifiant. C'était il y a longtemps. Ce n'est pas insignifiant. C'est le casus belli de cette guerre. Tous ceux qui sont proches de cette guerre le savent. En réalité, il y a seulement quelques jours, un haut responsable du Conseil de sécurité nationale de l'administration Biden aux États-Unis, qui avait été piégé lors d'un appel, a déclaré sans équivoque que, oui, si nous avions refusé l'élargissement de l'OTAN,
il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Mon propos dans la lettre adressée au chancelier Scholz est donc le suivant. Assumez vos responsabilités, monsieur le chancelier. C'est votre pays. Votre pays est au cœur de cette crise. Comprenez cette histoire, dites la vérité et cessez de battre les tambours de la guerre. Je poursuis en donnant de nombreux autres exemples du manque de franchise, de réflexion, d'honnêteté ou de compréhension de l'Allemagne quant à son propre rôle dans la genèse de ce désastre. Et il existe de très nombreux cas dont on pourrait parler. Un autre exemple est celui de 1989, lorsque l'Allemagne, en tant que membre de l'OTAN, a participé au bombardement de l'endroit où je me trouve aujourd'hui, Belgrade, pendant 78 jours, au cœur de l'Europe. Sans mandat ni responsabilité envers les Nations Unies, il s'agissait d'une démonstration de puissance dans laquelle l'Allemagne a joué son rôle dans une action absolument illégale. Ou encore, prenons l'acquiescement et le silence de l'Allemagne lorsque les États-Unis se sont unilatéralement retirés du traité sur les missiles antibalistiques en 2002, ce qui a constitué la déstabilisation la plus importante du cadre de contrôle des armements nucléaires de l'époque moderne. Et tout ce qui concerne l'élargissement de l'OTAN doit être compris dans le contexte d'un cadre nucléaire fracturé et déstabilisé que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont brisé, car le traité ABM faisait partie de la stabilité nucléaire. Et puis les États-Unis ont dit non, nous ne participons pas à cela, et nous allons élargir l'OTAN, contrairement aux promesses que nous avions faites. Ou encore, prenez la reconnaissance du Kosovo par l'Allemagne en 2008 après les bombardements de l'OTAN. Ainsi, l'Europe se réclame de l'inviolabilité des frontières, sauf quand elle veut les briser. L'Europe a brisé la Serbie, et non seulement elle a démembré la Serbie, naturellement, sans surprise, mais elle a installé la plus grande base militaire de l'OTAN en Europe du Sud-Est, au Kosovo, la partie de la Serbie qu'elle avait séparée. Cette base, c'est Bondsteel, la plus grande base de l'OTAN dans la région des Balkans. Et ensuite, la même année, l'Allemagne a participé au désastre du sommet de l'OTAN à Bucarest. Réunion très intéressante d'ailleurs, celle qui a été la cause immédiate de cette guerre. Car en 2008, les États-Unis ont exigé que les alliés de l'OTAN annoncent que l'alliance s'étendrait à l'Ukraine et à la Géorgie. Très intéressant. Non seulement cela allait complètement à l'encontre des promesses faites, mais c'était aussi totalement contraire à la volonté des Ukrainiens eux-mêmes cette année-là. Car il y avait une opposition publique écrasante à l'adhésion à l'OTAN. Les Ukrainiens savaient que cela leur attirerait des ennuis. Bush a exercé une forte pression. La chancelière Angela Merkel a écrit dans ses mémoires récentes qu'elle savait que c'était une décision terrible et dangereuse, susceptible de mener à la guerre. Mais elle a cédé, et le deuxième jour du sommet de Bucarest, elle s'est rangée du côté des États-Unis. Avec l'engagement que l'OTAN s'élargirait à l'Ukraine et à la Géorgie, nous plaçant ainsi sur la voie d'une guerre ouverte. Je rappelle donc au chancelier Merz que le 21 février 2014, dans le contexte du soulèvement du Maïdan, des manifestations encouragées, stimulées et financées de multiples façons par les États-Unis, l'Allemagne, avec la Pologne et je crois la France également, les 3 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, ont négocié avec le président Yanukovych d'Ukraine qu'en raison de cette instabilité, le calme serait rétabli, que le gouvernement constitutionnel du président Yanukovych continuerait et que des élections auraient lieu plus tard en 2014. Tout cela a été convenu par le ministre allemand des Affaires étrangères et ses collègues le 21 février 2014. Quelques heures plus tard, les soi-disant manifestants soutenus par les États-Unis, en réalité des paramilitaires d'extrême droite, ont pris les bâtiments gouvernementaux à Kiev et installé un gouvernement extra-constitutionnel
en mentant en affirmant que Yanukovych avait démissionné, tandis que celui-ci déclarait très clairement « Je suis le président de l'Ukraine. Je n'ai absolument pas démissionné ». Alors, où était l'Allemagne quelques heures après avoir conclu cet accord? Elle s'est tue. Oui, nous soutenons le nouveau gouvernement. Nous soutenons le coup d'État. Yeah, we support the new government. We support the coup. No responsibility by Germany at all. Aucune responsabilité de la part de l'Allemagne. Lorsque la région du Donbass a déclaré « Nous ne soutenons pas le coup d'État » et que le régime issu du coup a immédiatement proposé une répression de la population russe ethnique de diverses manières, notamment en restreignant l'usage de la langue russe, la guerre a bien sûr commencé. Et au début de 2015, donc même pas un an après le début de cette guerre, pratiquement à l'anniversaire du Maïdan, juste avant, la Russie a contribué à négocier un accord de paix appelé l'accord de Minsk II. Celui-ci prévoyait la fin des hostilités sur la base de l'autonomie politique de la région du Donbass, de Donetsk et de Lugansk. Et l'Allemagne s'est à nouveau manifestée. La chancelière Merkel et la France ont déclaré « Nous garantirons la paix ». Ce nouveau traité a été adopté à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU, et l'Allemagne ainsi que la France devaient en être les garants dans le cadre du processus dit de Normandie. Ils ont encore triché, car dans ce jeu entre les États-Unis et l'Ukraine, ils ont dit « Non, nous n'allons pas accorder l'autonomie au Donbass, nous allons le reprendre par la force ». Et les États-Unis, bien sûr, ont constitué pour des milliards de dollars une armée d'1 million d'hommes en Ukraine à cette fin. Que firent la France et l'Allemagne en tant que garants de l'accord de Minsk II, lorsque l'Ukraine refusa de mettre en œuvre l'accord approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU? L'Allemagne ne fit rien, pas un mot. Et ensuite, lorsque la chancelière Merkel fut interrogée à ce sujet après avoir quitté ses fonctions, elle déclara « Oh oui, vous savez, en réalité, il s'agissait simplement de gagner du temps pour que l'Ukraine se renforce. » Pour de nombreuses raisons, je ne pense pas que ce fut l'intention initiale. Je pense que c'était la faiblesse de l'Allemagne, pas que tout ait été un jeu dès le départ. J'ai des raisons de croire que la chancelière Merkel pensait réellement que l'autonomie était le bon modèle, car en partie l'accord de Minsk II s'inspirait d'un arrangement d'autonomie pour les citoyens germanophones du nord de l'Italie, dans une région appelée le Tyrol du Sud, un sujet que la chancelière Merkel connaît très bien. Donc, je ne pense pas qu'elle ait voulu dire dès le début que c'était un jeu, mais elle n'a absolument pas défendu la paix. Ainsi, Glenn, tout cela revient à dire que vous n'entendriez pas un mot de tout cela de la part du chancelier Merz. Il n'a pas prononcé un seul mot sur la responsabilité de l'Allemagne, sur la part de responsabilité allemande, ni sur l'élargissement de l'OTAN, ce que, encore une fois, tout le monde comprend comme la raison fondamentale de cette guerre. Il n'a pas dit un mot sur le coup d'État du Maïdan, qui allait à l'encontre de ce que l'Allemagne avait promis. Il n'a pas dit un mot non plus sur l'échec de l'accord de Minsk II, que l'Allemagne s'était engagée à garantir dans sa mise en œuvre. Je trouve donc la situation à la fois extraordinairement dangereuse et totalement dépourvue de réflexion de la part de ces soi-disant dirigeants qui nous mènent au désastre et qui mènent l'Europe au désastre. Il s'agit de ce duo de dirigeants allemands, Merz et Ursula von der Leyen. Ils se connaissent, ils travaillent main dans la main, deux dirigeants allemands qui ne reconnaissent pas un seul instant la responsabilité de l'Allemagne dans la paix, ni son rôle dans la création de cette situation désastreuse. L'ironie, cependant, c'est que lorsque Moscou a soutenu l'unification de l'Allemagne, il existait en réalité des forces politiques très puissantes, tant en France qu'en Grande-Bretagne, qui n'étaient pas à l'aise avec la réunification allemande. Certains l'appelaient même un « quatrième Reich ».
L'argument était que l'Allemagne allait accomplir en temps de paix ce qu'elle n'avait pas pu accomplir en temps de guerre. Pourtant, alors que Moscou soutenait l'unification de l'Allemagne, on a eu le sentiment que l'Allemagne, dans une certaine mesure, poignardait les Russes dans le dos, car au moment de l'unification de l'Europe, tout le monde devait finalement être inclus et avoir une place à la table, sauf les Russes, ce qui a effectivement ravivé la politique des blocs. Mais c'est intéressant. Et Glenn, nous savons que l'Allemagne était impliquée dès le début de cette tromperie, non seulement en violant les promesses explicites qu'elle avait faites, mais aussi en soutenant immédiatement que l'OTAN devait s'élargir, en contradiction totale avec tout ce qui avait été dit. Ainsi, l'Allemagne n'était pas simplement un spectateur laissant sa parole se dévaluer. Elle a été un acteur actif en 1993 et 1995, dès le départ, en contribuant à convaincre Bill Clinton, qui était alors un président très inexpérimenté et à l'époque plutôt insignifiant, de commettre cet acte absolument désastreux, à savoir rompre un accord diplomatique très important. Et tu sais, cela a été répété et débattu encore et encore. Mais il existe désormais d'innombrables témoignages affirmant que cette question de l'OTAN était centrale, y compris celui que j'ai mentionné il y a seulement quelques jours, provenant d'un membre de l'administration Biden reconnaissant ce fait. Alors Mears devrait dire la vérité à ce sujet. C'était Amanda Sloat. C'est exact. Elle était la principale conseillère de l'Eurogroupe. C'était absolument pas un poste mineur. C'est tout à fait exact. Ils savent ce qu'ils font. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, j'ai eu exactement cette conversation avec Jake Sullivan à la fin de l'année 2021. Je lui ai dit lors d'un long appel téléphonique, « Jake, dis que l'OTAN ne va pas s'élargir à l'Ukraine. » Et il m'a répondu, « Jeff, crois-moi, l'OTAN ne va pas s'élargir à l'Ukraine. » Et je lui ai dit, « Jake, si tu dis cela, dis-le publiquement. » « Oh non, Jeff, je ne peux pas le dire publiquement. Nous avons une politique de la porte ouverte. » Je lui ai dit, « Jake, vous allez faire la guerre pour quelque chose qui n'arrivera même pas. » Et il m'a répondu, « Jeff, il n'y aura pas de guerre. » Voilà la folie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les mensonges que nous subissons de la part de ces responsables gouvernementaux. Et Mears doit se comporter honnêtement avant que nous ne soyons entraînés dans une catastrophe. Étant donné que l'Allemagne est devenue l'un des principaux acteurs de cette guerre, ce que j'ai trouvé très fort dans votre lettre, c'est l'argument selon lequel la sécurité européenne doit être indivisible, que ce n'est pas un argument de propagande russe. C'était au cœur de tous nos accords, que nous avons effectivement signés pour une architecture de sécurité pan-européenne. Pourtant, quand on écoute les Allemands aujourd'hui, ils rejettent l'idée même que la Russie doive bénéficier de garanties de sécurité. Comment sommes-nous passés de la reconnaissance de la sécurité indivisible comme fondement de la stabilité en Europe à la négation du fait que les Russes puissent avoir des préoccupations légitimes en matière de sécurité ou des garanties à ce sujet? C'est tout de même extraordinaire, mais j'ai l'impression que cela s'est banalisé. Glenn, tu sais, j'ai repensé aux moments clés des 2 derniers siècles. C'est une affliction récurrente, et l'Allemagne y a joué un rôle à plusieurs reprises. On remonte bien sûr à la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la principale conférence de Potsdam a déclaré que l'Allemagne serait neutre et démilitarisée. Et encore une fois, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont triché là-dessus. Ils ont dit « Non, notre partie sera remilitarisée, elle deviendra un pays indépendant et fera partie de l'OTAN. » Et en 1952, Staline a tendu la main dans ce qu'on appelle la note de Staline et a dit à l'Ouest « Mais Potsdam, vous aviez promis neutre et démilitarisé. » Et c'est ainsi que la guerre froide qui était en train de se développer aurait pu se terminer.
Et tu sais, les historiens ont ensuite débattu, et les historiens occidentaux ont dit, non, Staline ne le pensait pas vraiment. Et Historians said no, Stalin didn't really mean it, and so on. But when the archives were opened, mais lorsque les archives ont été ouvertes, il s'est avéré que Staline le pensait vraiment. Neutraliser l'Allemagne, désarmer l'Allemagne, et la guerre froide pourrait prendre fin. Celui qui a bloqué cela, c'était Adenauer, le chancelier de l'Allemagne. Il a dit, il vaut mieux que nous soyons divisés plutôt que neutres. Ainsi, l'Allemagne a joué une fausse carte. Il avait même chargé son ambassadeur à Londres de dire, dans une note très secrète adressée à des hauts responsables britanniques, « Je ne fais pas confiance au peuple allemand. Je ne veux pas être neutre. Peut-être qu'à l'avenir, il se rangerait du côté de la Russie. Donc je ne fais pas confiance à mon propre peuple. » Dans cette communication, l'ambassadeur allemand expliquait « S'il vous plaît, que cela ne devienne jamais public, car cela affaiblirait évidemment la position politique du chancelier si cela venait à être connu. » Mais le fait est qu'Adenauer a agi avec duplicité et l'on a prétendu que Staline ne le pensait pas vraiment. Mais les historiens ont montré que Staline le pensait vraiment. Celui qui a été trompeur, c'était l'Allemagne. Et je suis désolé, nous voyons cela se répéter encore et encore. Mais le point de ma lettre d'aujourd'hui, je ne voulais même pas revenir sur toute cette histoire. Je voulais simplement dire que pendant la période immédiate de l'unification, l'Allemagne était bien là, et elle n'a pas tenu parole. Elle doit assumer sa responsabilité dès maintenant pour faire la paix sur la base de la diplomatie et non sur ce récit propagandiste à propos de ce qui se passe aujourd'hui. Et Merz doit absolument connaître cette histoire et la raconter honnêtement avant que nous ne subissions tous une catastrophe totale. Je n'arrive tout simplement pas à croire que Merz et von der Leyen essaient de remettre l'Europe entre leurs mains d'une manière déformée, désolé, qui va aussi provoquer un désastre pour l'Europe. C'est cela le point. Eh bien, il faut reconnaître quelque chose à l'Allemagne. À cette époque, elle avait l'Ostpolitik, qui a apporté quelque chose de positif. Il est donc très triste de voir qu'à nouveau, l'Allemagne aspire à jouer un rôle de premier plan dans une guerre contre la Russie. Mais aussi simplement pour dire, vous savez, Willy Brandt, bien sûr, avec l'Ostpolitik, était un homme politique remarquable. Helmut Schmidt, j'ai connu personnellement le chancelier Kohl, j'ai rencontré et eu des entretiens avec Hans-Dietrich Genscher. Vous savez, je pensais que c'était des personnes honorables qui voulaient l'unité allemande et qu'elles avaient une certaine stature. Ils expliquaient comment cela pouvait se faire avec une sécurité indivisible pour la Russie comme pour l'Europe. Et s'ils respectaient cela aujourd'hui, cette guerre prendrait fin. Merci beaucoup. Eh bien, juste un dernier point. J'ai aussi trouvé cela très fascinant dans votre lettre, cette insistance sur la vérité, sur le fait que la vérité peut mettre fin à toutes ces hostilités. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de désaccords, comme vous l'avez déjà dit à Sullivan lors de nos précédentes discussions. Vous avez mentionné Merz, maintenant Macron et encore Merz. En réalité, ils savent exactement ce que la Russie craint, ce qui a provoqué la guerre. Le problème, c'est qu'ils mentent. Ce ne sont pas deux arguments opposés. C'est qu'ils ne disent pas la vérité. Ils disent une chose en privé et une autre en public. C'est cette tromperie et cette propagande qui constitue la partie la plus horrible de toute cette guerre. Jusqu'à ce que le farceur amène quelqu'un à dire la vérité, ils continuent simplement à se mentir les uns aux autres. C'est tout à fait exact. Ce sont les farceurs et les humoristes qui doivent nous ramener à la réalité. C'est une grande tragédie. Mais bon, je sais que vous êtes à l'aéroport et je dois prendre votre prochain vol. Alors, comme toujours, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Thanks. Merci. Ravi d'être avec vous, Glenn Dizen. Merci beaucoup.